Salut à tous, bienvenue sur French Podcast. Je suis Charline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Emmanuel. Tu sais Emmanuel, ça me rappelle mes débuts catastrophiques en espagnol. Je crois que j'ai inventé au moins 3 temps verbaux le premier mois. Mais bon, on a tous connu des galères au début, non ? Oh, complètement. Et franchement, faire des erreurs, c'est plutôt normal. Parfois, c'est même une bonne chose, ça prouve qu'on avance. Mais il y a quand même certaines erreurs, disons, qui mettent de vrais bâtons dans les roues pour progresser en français. Donc, très vite, avant qu'on démarre, toi, cher auditeur, c'est quoi à ton avis les erreurs les plus fréquentes quand on apprend le français ? Moi, je commence tout de suite avec un classique, les listes de vocabulaire. Franchement, apprendre par cœur une liste de mots, c'est un peu comme acheter un dictionnaire entier et penser qu'on va parler couramment rien qu'avec ça. J'ai un ami, il connaissait 2000 mots, sérieusement, mais en vrai, il comprenait rien lors des conversations. Aucun contexte, zéro connexion. Ah oui, j'en ai eu aussi des élèves comme ça. Ils répétaient les mots genre chenille, montagne, stylo, sans jamais les utiliser ensemble. Ce qui marche vraiment, c'est de mettre les mots dans des vraies phrases, même bizarres, tant pis. Sinon, on oublie en 5 minutes, non ? La prononciation, ça c'est un vrai piège. Moi, je me souviens de mes élèves, en particulier le son U. C'est la galère internationale, non ? Ça finit souvent en « ou », je te jure, il y a des situations trop drôles. Ah ça, j'ai eu un étudiant coréen, il confondait toujours pain et pan. Je te laisse imaginer la tête de la boulangère le jour où il a demandé une baguette de pan. Bref, pour progresser, faut écouter et répéter à voix haute tous les jours, même 5 minutes avec des enregistrements. Sérieux, personne n'est né en prononçant Paris comme un vrai Parisien. Alors là, beaucoup attendent d'être parfait avant d'oser dire un mot. Sauf que, si on attend la perfection, on parle jamais. J'ai reçu un message d'un auditeur qui n'a jamais osé prendre la parole en classe. Il a fini par se décourager parce qu'il croyait ne pas être à la hauteur. Mais oui, il faut oser. Parler avec des erreurs, c'est genre comme faire du vélo. Au début, tu tombes, puis un jour, tu te rends même pas compte que tu pédales sans les petits trous. Faut y aller, même si c'est bancal. Un truc que je vois tout le temps. Dès que ça bloque un peu, hop, on repasse direct à l'anglais. Mais à force, tu restes coincé, tu progresses pas, tu confonds tout. J'avais une élève qui mélangeait français et anglais, personne savait plus de quoi elle parlait. C'était comme un puzzle sans fin. Le franglais, ça peut dépanner, mais faut pas trop s'y attacher. Au début, c'est chouette, mais on s'y enferme vite. Perso, je conseille de résister à la tentation et de switcher en français dès que possible, même si c'est maladroit. Tu connais les gens qui veulent comprendre absolument chaque mot ? Ça casse la fluidité complète. Tu perds le fil, t'es plus dans la conversation. Et en vrai, c'est comme lire un roman anglais. Moi, j'ai jamais compris tous les mots à l'époque, mais à force de lire, tout finit par s'éclairer, non ? Mais oui, ce qui compte, c'est le sens global, pas le détail de chaque virgule. Mieux vaut lâcher prise, profiter du contexte et avancer. La grammaire, oh là là, ça fait peur, hein. J'avoue, personne n'aime les tableaux de conjugaison. Mais au fond, la grammaire, c'est le squelette, ça structure la pensée. Ouais, moi, à l'école, on détestait tous le mot subjonctif, sérieusement. Mais la clé, c'est d'y aller mollo, petite dose, intégrée dans des dialogues, pas des chapitres entiers barbants à avaler d'un coup. Un autre piège, c'est apprendre le français qu'avec des CD de manuels hyper lents. La vie, c'est pas un exercice audio, franchement. Ce qui aide, c'est écouter des radios, podcasts, films. Même si au début on pige que dalle, on s'y habitue vite. Carrément, faut varier les supports, surprendre son oreille. Même si c'est difficile au début, on s'accroche. C'est comme goûter un nouveau fromage, non ? Ça pique un peu au début, puis après on adore. Le découragement, je l'ai vu 1000 fois. Un petit échec, bim, tout s'arrête. Mais faut pas oublier, même les polyglottes se plantent. Tu sais, moi en italien, j'ai accumulé les échecs. Mais à chaque fois, ça me donnait encore plus envie d'y arriver. Un bon truc, c'est de noter chaque mini-progrès, même si c'est juste prononcer un mot difficile un peu mieux qu'hier. Petit piège souvent invisible. Copier l'accent de son prof. Parfois, le modèle n'est pas du tout natif, et du coup, tu reproduis les mêmes erreurs sans t'en rendre compte. Oh, mais ça m'est déjà arrivé en radio. J'imite bêtement un accent, et là, fou rire général, car c'était tout sauf crédible. Non, vraiment, faut écouter plein de natifs différents, que ça soit sur YouTube, dans des films. Plus on diversifie, mieux c'est. La dernière erreur, et pas la moindre, c'est d'apprendre tout seul, coupé de tout le monde. On va plus vite ensemble, non ? Même en ligne, ça marche. Oui, exact. J'ai vu un groupe WhatsApp changer complètement la dynamique de mes étudiants.
Il y a tellement d'énergie, tout le monde se motive. Même un tandem ou un forum, ça fait une différence énorme. Pour progresser, faut intégrer le français dans sa routine, mais sans que ça devienne une corvée. 10 minutes par jour, c'est déjà énorme à long terme, si on varie les activités. Lire, écrire, écouter, parler. Oui, le truc, c'est de pas tourner en rond. Podcast un jour, petite conversation le lendemain, et puis on change. Plus tu diversifies, moins tu t'ennuies, et tu gagnes en confiance, doucement mais sûrement. Et tu sais, intégrer une pratique quotidienne, même 10 minutes, ça change tout. Mais tu parles, tu écris, tu écoutes, tu lis, faut tout tester. Varier les supports, changer d'interlocuteur, ça booste. Oui, complètement, et puis, ça évite la routine. Forum, podcast, rencontres linguistiques, ça brise la glace et on s'améliore presque sans s'en rendre compte. Faut être gentil avec soi-même, hein. Se fixer de petits objectifs, célébrer chaque victoire, même minuscule, mettre du français partout dans sa vie, chansons, séries, petits articles, peu importe, mais chaque jour. Puis, rejoindre un groupe en ligne, c'est super aussi pour poser ses questions, recevoir des retours. Et moi je dis, chaque succès mérite une fête, même silencieuse. Apprendre le français, c'est un marathon, pas un sprint. La progression, elle est lente au début, faut pas se décourager. 10 minutes par jour, 15, ça construit une vraie habitude et puis un matin, tu t'aperçois que tu comprends un podcast entier. Oui, célébrer chaque étape, c'est vraiment le secret. Juste une nouvelle expression ou réussir une mini-conversation, c'est déjà une victoire. L'important, c'est de rester patient et constant. Tu peux glisser le français dans des moments anodins. La pause café, le trajet en métro, écouter une chanson, lire un article. Même 5 minutes, c'est déjà gagné. Et tenir cette routine, ça rend le tout plus naturel. Et c'est encore mieux si tu trouves un binôme ou une petite communauté en ligne. Ça casse la solitude, tu perds la peur de te lancer et hop, tu progresses sans pression. Je radote peut-être, mais se fixer des mini-objectifs, c'est le top. Un mot nouveau, une phrase bien dite, ça booste à fond. Et écouter de la musique ou lire un truc en français tous les jours, ça nourrit l'oreille sans effort. Et je rajouterais, les forums, groupes, c'est super pour le feedback. Tu échanges, tu te corriges, tu gagnes confiance. L'apprentissage devient plus vivant et moins stressant. Pour éviter la monotonie, faut vraiment alterner. Podcast, vidéo, bouquins, applis. Le cerveau, il adore quand ça change. Ateliers, échanges linguistiques, tout ça c'est précieux. Et si tu es créatif, tu peux même tenir un journal en français ou tester la méthode de répétition espacée. Il y a 1000 façons, faut juste trouver celle qui te fait rester curieux. Pour être concret, chaque jour, tu te choisis un petit moment dédié. Par exemple, une chanson en français dans le bus, un article à la pause déjeuner, ou bien 10 minutes de discussion chaque matin. Et puis n'oublie pas les communautés linguistiques, genre groupe Facebook, forum. Ça ouvre des portes. Tu poses tes questions, tu t'exerces, tu progresses, sans pression ni jugement. Un truc qui marche, c'est bloquer chaque semaine des plages précises pour chaque activité. Lecture lundi, oral mardi, écriture mercredi. Bon, c'est juste un exemple. Et surtout, tu te fixes des mini-objectifs clairs, genre 10 nouvelles expressions, tenir une conversation. Ça structure et t'évite de procrastiner. Et tenir un petit journal d'apprentissage. Même si tu griffonnes juste 2 phrases sur tes progrès ou galères du jour, ça fait du bien et ça motive sur la durée. Court terme, long terme. C'est important d'avoir des deux. Et de mesurer ses progrès. 5 minutes de conversation avec un inconnu, c'est énorme. Marquer ses réussites et difficultés dans un journal, ça fait vraiment la différence. Ouais, et s'entourer de ressources variées, inspirantes. Tu changes d'ambiance, tu gardes la flamme allumée. C'est comme une bonne playlist, faut la renouveler pour ne pas s'endormir dessus. Tu sais, reconnaître ses petits progrès, c'est hyper important. Faut jamais oublier de s'encourager un peu, même après un raté. Et changer de mentalité, une erreur, c'est pas un échec, c'est un tremplin. Limite un raccourci pour aller plus vite la prochaine fois. Oui, vraiment. Faut se féliciter chaque fois, même si c'est juste avoir osé dire « bonjour », ça compte beaucoup. Plus t'es bienveillant avec toi-même, mieux t'apprends. Un moment dans la journée, même minuscule, suffit. Une chanson, un article, une mini-conversation. Perso, j'aime bien l'idée des 10 minutes rituelles le matin, histoire de bien lancer la machine. Oui, et avec un petit groupe ou sur un forum, tu crées de la régularité et tu te sens moins seul. L'ambiance, c'est la clé. On apprend mieux ensemble. Pour vraiment s'immerger, faut picorer partout. Films, séries, podcasts, livres, tout y passe. Participer à des ateliers, des rencontres, même virtuelles, ça met la langue dans la vraie vie. Et si tu varies les méthodes,
comme prendre des notes à la main ou tenir un journal intime en français, tu multiplies les occasions de progresser et tu t'ennuies jamais. Le secret, c'est un planning précis. Chaque jour, un petit moment français en variant les activités. Fixe-toi un objectif concret par session, ça clarifie tout. Et note tes réussites, tes petites galères, dans un journal. Parfois, relire ces vieux doutes, c'est hyper motivant. Oui, et si tu sens que t'avances pas sur un truc, t'ajustes. L'idée, c'est d'avoir une méthode qui colle à ton style et de rester souple. Rien n'est figé dans le béton. Faut se fixer de tout petits défis à chaque étape. Un mot, une phrase, une conversation de 2 minutes. Et célébrer, même discrètement, ça donne envie de continuer. Puis, si tu bloques sur le temps ou la motivation, tu découpes en sessions courtes ou tu changes de support. L'essentiel, c'est d'avancer, même à petits pas. Reste curieux, amuse-toi, et la langue te le rendra au centuple. Bon, Charline, je crois qu'on a fait le tour. Merci à toi d'avoir partagé tes astuces et tes fous rires. Merci Emmanuel, et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours sur French Podcast. À bientôt, et surtout, gardez le sourire, même en faisant des fautes. Salut Emmanuel! Salut Charline, salut à tous et bonnes aventures en français à chacun. Écoute la deuxième partie de Podcast Bonjour et français. bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu poussée des sources partagées sur l'apprentissage du français. Bonjour. Notre objectif, c'est d'aller un peu au-delà de la simple chasse aux fautes. On vise la confiance, la fluidité. Exactement. On a pas mal de choses, des listes d'erreurs typiques, des discussions d'apprenants sur des forums genre Reddit, des podcasts spécialisés et même une recherche académique sur les méthodes. Oui, un beau panorama. Voilà. La mission, si on veut, c'est de trier tout ça pour comprendre les difficultés, mais surtout pour identifier les stratégies qui fonctionnent vraiment. Tout à fait. C'est un parcours, l'apprentissage d'une langue. C'est jalonné d'étapes. Et comprendre les obstacles communs, c'est déjà faire une bonne partie du chemin. On va regarder de près la grammaire, bien sûr, la prononciation, ces fameux blocages à l'oral aussi, et puis comment les approches plus modernes, disons, peuvent t'aider à mieux apprendre et peut-être à gérer ce stress qu'on ressent souvent. Oui, ce stress. Alors, commençons par ce qui fâche souvent. La grammaire. Les sources comme 20 erreurs ou 10 erreurs courantes le disent bien, il y a des points qui reviennent tout le temps. Ah ça oui. Par exemple, la différence entre l'imparfait et le passé composé. On nous rappelle la base. Imparfait, c'est pour décrire ou pour une habitude dans le passé. Genre, quand j'étais petite, on allait souvent chez mes grands-parents. Et le passé composé, c'est pour l'action terminée ponctuelle. Hier, j'ai vu ce film. Ça a l'air simple dit comme ça, mais Mal usage, c'est plus compliqué. Et la raison, elle est double, souvent. D'abord, il y a l'interférence de la langue maternelle, forcément. Le système des temps n'est pas le même partout. bien sûr, Et puis, il faut vraiment saisir la fonction de ces temps en français. L'imparfait, ça pose le décor, ça décrit le contexte. Le passé composé, lui, il raconte l'événement principal, l'action qui fait avancer l'histoire, si on veut. d'accord, comprendre la logique derrière, pas juste la règle. Voilà, c'est beaucoup plus efficace sur le long terme. Un autre cauchemar souvent cité, la corde du participe passé. Bon, avec être, ça va encore. On accorde avec le sujet, elle est partie, facile. Mais avec avoir, ah là là. Oui, le fameux accord avec avoir. La règle tourne autour du complément d'objet direct, le COD, ce qui répond à la question quoi ou qui. S'il est placé avant le verbe, hop, on accorde. L'exemple type, les pommes que j'ai mangées. J'ai mangé quoi? Les pommes, c'est avant, donc accord au féminin pluriel. C'est ça. Mais si on dit j'ai mangé les pommes, là le COD est après. Donc, pas d'accord. Le participe passé reste invariable. Et ce qui est intéressant, même si ça paraît parfois un peu arbitraire comme règle, c'est que ça force une certaine analyse de la phrase en temps réel. Une gymnastique mentale, comme vous disiez. Exactement. C'est complexe, oui, mais bon, une fois qu'on a identifié ça comme un point faible, on peut vraiment cibler la pratique. Se concentrer sur ce fameux COD placé avant, c'est déjà un grand pas. Pas besoin de tout maîtriser d'un cours. C'est vrai. Les sources pointent aussi les prépositions. Petits mots, gros problème. Beaucoup de, jamais des. Accepter de faire quelque chose. Se souvenir de. Mais attention, se rappeler quelque chose sans le de. Un vrai champ de mine. Ah bah oui, là on est en plein dans l'idiomatique. Ces petites prépositions, elles ne suivent pas toujours une logique évidente, disons. Et elles se traduisent mal. Alors, le conseil.
Le conseil qui revient souvent, c'est d'apprendre ces verbes avec leurs prépositions, comme des blocs. Ne pas apprendre souvenir tout seul, mais se souvenir d'eux. D'accord. Les apprendre en contexte. Voilà. L'exposition répétée, voir et entendre ces structures encore et encore, c'est ça qui marche le mieux. Et un autre classique. La différence entre il est et c'est. Une source donne une petite astuce. Il est pour décrire une qualité ou une profession, sans article. Il est gentil, elle est avocate. Mhm. Alors que c'est, ça identifie, ça présente, souvent avec un déterminant. C'est un problème, c'est mon frère. C'est une question de fonction, encore une fois. Il est qualifie directement. C'est, ça pointe du doigt, ça présente, ça identifie. Voir cette distinction, ça aide souvent plus que de juste mémoriser des exemples. C'est plus clair, oui. Dernier point grammaire pour la route, la règle d'or avec si quand on fait une hypothèse. Jamais, au grand jamais, de conditionnel juste après le si. Ah, le fameux « si j'aurais su Si j'avais su avec l'imparfait ou le plus que parfait. Une source donne même un moyen mnémotechnique sympa. Les si n'aiment pas les ré. Les terminaisons en ré, du conditionnel. ». C'est un bon truc, ça. C'est vraiment un réflexe à développer, parce que beaucoup d'autres langues fonctionnent différemment sur ce point. Mais c'est une structure essentielle en français pour exprimer le potentiel, l'irréel. Une fois qu'on l'a intégré, ça change tout. Bon, ok. La grammaire, c'est un gros morceau, on a vu quelques points clés. Mais après, il faut que ça sorte. Et que ça sorte de façon compréhensible. La prononciation. Le deuxième grand défi. Absolument. Les sources pointent plusieurs zones de turbulence. Les voyelles nasales, par exemple, ON, UN, EN. L'erreur typique, c'est de prononcer le N. Dire bonjour au lieu de bonjour. Ah, les nasales, il y en a pas mal en français, hein. C'est un vrai défi, parce que ces sons n'existent pas dans toutes les langues. L'astuce qu'on trouve dans cette erreur de prononciation, de se pincer le nez pour sentir la vibration, ça peut aider à prendre conscience physiquement de la différence entre un son oral comme « o » et un son nasal comme « on ». C'est assez visuel comme truc. Oui, mais au-delà de l'astuce, ce qui paie vraiment, c'est l'écoute très attentive et l'imitation. Essayer de reproduire ce qu'on entend. Il y a aussi le H, muet ou aspiré. Bon, on sait qu'on ne le prononce jamais en français moderne, mais le H dit aspiré, il bloque la liaison. On dit les hôpitaux, mais on doit dire les héros, le héros, sans liaison. C'est ça. Comment on est censé savoir? Il n'y a pas vraiment de règle miracle, malheureusement. C'est l'usage, l'origine du mot. Ça vient avec le temps et l'exposition à la langue. L'important, comme le souligne la source, c'est de retenir qu'on ne prononce jamais le H. La liaison ou l'absence de liaison, ça viendra petit à petit avec l'habitude d'écouter. Se concentrer sur la non-prononciation du H, c'est déjà énorme. D'accord. Et puis, il y a toutes ces lettres finales qu'on écrit mais qu'on ne prononce pas. Le T de petit, le S de 3, le D de grand. Oui, c'est une caractéristique forte du français. Une source mentionne une sorte de règle de mémoire, la règle Lucifer. En gros, les lettres L, C, F, R seraient des seules consonnes qu'on prononce souvent en fin de mot, comme dans sel, sac, chef, finir. C'est intéressant comme béquille. Oui, c'est une tendance, une aide, mais attention, il y a plein d'exceptions. Ça ne remplace pas l'immersion auditive. Écoutez, écoutez, écoutez des natifs parler normalement, dans des films, des podcasts, c'est vraiment le meilleur moyen d'intégrer ça naturellement, sans forcément se prendre la tête avec des règles trop complexes. Logique. Une autre confusion fréquente pointée. La différence entre le son U, Y, comme dans tu, et le son OU, U, comme dans tout. Ah oui, Par exemple, la différence entre dessus et dessous. Ce son U français, Y, et n'existe pas partout. Une source donne une astuce. Partir du son I, comme dans si, et arrondir très fort les lèvres en gardant la langue à la même place. c'est un travail musculaire assez précis en fait. Et là, l'imitation, le fameux shadowing, répété juste après un locuteur natif dont on parle sur Reddit et dans le podcast français, c'est très efficace. S'enregistrer aussi peut-être. Oui, absolument. S'enregistrer et comparer avec le modèle. Ça aide énormément à affiner ces sons un peu délicats. La technologie peut vraiment être une alliée pour ça. D'accord. Et un dernier petit point de prononciation avant de passer à autre chose. Les verbes en ER à l'infinitif, comme parler, manger, ils se prononcent et, e, comme le participe passé parler, manger. Pas parlèrent ou mangèrent.
C'est une convention super importante. Le ER final des infinitifs du premier groupe et aussi de certains noms de métiers comme boulanger, pâtissier, ça se prononce E. C'est simple, mais il faut le savoir et le pratiquer. L'écoute active, encore une fois, c'est la clé pour tous ces aspects de prononciation. D'accord, donc on a les règles de grammaire, on essaye de bien prononcer, et paf, on tombe dans le panneau des faux amis. Ces mots qui ressemblent à l'anglais, par exemple, mais qui veulent dire tout autre chose. Wikipédia en donne une longue liste. Le piège classique. Oui, Actually, en anglais, ça veut dire « en fait ». Mais en français, actuellement, ça veut dire « maintenant », « en ce moment ». Ou « library » qui est une bibliothèque, alors qu'une librairie, c'est là où on achète des livres. c'est le risque quand les langues sont proches. Et ça nous amène directement à un problème plus large, qui est celui de la traduction mentale. L'article « Pourquoi arrêter de traduire » en parle bien. Ah oui, Le fait de penser systématiquement dans sa langue maternelle et de traduire mot à mot dans sa tête avant de parler. C'est non seulement très lent, mais ça mène tout droit à des erreurs, des contresens, notamment avec ses faux amis. Et puis, on perd toutes les expressions idiomatiques, les tournures propres français. l'article que vous citez mentionne même une étude de l'Université de Chicago qui dit que penser directement dans la langue cible améliorerait le raisonnement logique. Ça semble un peu fou, hein? Et pourtant, ça se comprend. Chaque langue structure la pensée d'une manière un peu différente. Se forcer à penser directement en français, même pour des choses toutes simples du quotidien, genre « Tiens, il pleut dehors » ou « Qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» c'est commencer à vraiment habiter la langue de l'intérieur. Ça demande un effort au début, j'imagine. Oui, un effort conscient. Il faut accepter de ne pas tout comprendre tout de suite, de viser le sens global plutôt que le mot à mot. C'est vraiment un changement d'habitude mentale qui est essentiel si on veut gagner en fluidité. Et cette fluidité, c'est justement ce qui manque cruellement quand on se sent bloqué à l'oral. C'est un sentiment qui revient énormément sur Reddit et dans l'article « Que faire pour enfin parler sans bloquer ?» On comprend bien, parfois même très bien, mais au moment de prendre la parole, C'est le trou noir. voilà, le trou noir total, comme le décrit quelqu'un. Pourquoi ce blocage est si fréquent et si frustrant? Alors là, les sources sont vraiment unanimes. La cause principale, elle est émotionnelle. C'est le stress, l'anxiété de performance, la peur de faire des erreurs, la peur d'être jugé, le manque de confiance en soi. L'article « Que faire pour » insiste beaucoup sur cette dimension psychologique. C'est comme si l'émotion prenait le dessus sur les connaissances qu'on a réellement. Hmm. La fatigue aussi peut jouer un rôle important, comme le note l'article « Pourquoi j'oublie les mots ». Quand on est fatigué, le cerveau a plus de mal à accéder aux informations. Et sur Reddit, beaucoup de gens parlent aussi de l'écart entre le vocabulaire passif, les mots qu'on reconnaît quand on les lit ou entend, et le vocabulaire actif, ceux qu'on arrive à utiliser spontanément. Exactement. Retrouver le mot juste là sous la pression de la conversation, c'est pas du tout la même chose que de le comprendre tranquillement dans un texte. Absolument. Il y a cette pression du temps réel, la complexité de construire une phrase cohérente rapidement. Et puis, il faut aussi le dire, parfois il y a la perception qui peut être réelle ou juste une peur que l'interlocuteur ou l'interlocutrice en face manque de patience ou va être critique. Et ça, évidemment, ça n'aide pas du tout. C'est un cercle vicieux en fait. Alors, comment on s'en sort? Les sources donnent pas mal de pistes concrètes. D'abord, il semblerait qu'il y ait un travail à faire sur soi-même, sur sa perception. Oui, Essayer de changer son état d'esprit, se concentrer sur l'objectif principal, faire passer un message, communiquer, pas forcément atteindre la perfection grammaticale à chaque phrase. L'article « Que faire pour » parle d'éviter les prophéties autoréalisatrices. Si on est persuadé qu'on va bloquer, on augmente le risque que ça arrive. c'est tout à fait ça. Ensuite, un conseil très pratique, choisir son environnement de pratique. Au début, essayez de parler avec des personnes bienveillantes. Ça peut être d'autres apprenants, des tuteurs patients, des partenaires d'échange linguistique compréhensifs. Créer un espace sûr en quelque sorte. Voilà, un espace où on se sent en sécurité pour oser parler même si on fait des fautes, où on sait qu'on ne sera pas jugé négativement. Et les erreurs, justement. Un autre point qui revient, c'est de les dédramatiser. Arrêter de les voir comme une catastrophe. Exactement, les accepter comme une partie normale et même nécessaire de l'apprentissage. C'est la preuve qu'on essaie, qu'on avance. Une source suggère d'utiliser l'humour, l'autodérision et surtout, ignorer les remarques désobligeantes ou non constructives. Plus facile à dire qu'à faire parfois, mais oui. C'est sûr. Et puis, le moteur essentiel, ça reste la pratique. Il n'y a pas de secret. Il faut parler, parler et encore parler. Multiplier les occasions. Avec qui? Avec des natifs, si possible, via des échanges, des applications, des rencontres, mais aussi avec des IA conversationnelles, pourquoi pas, et même tout seul.
Plusieurs sources comme Reddit ou le podcast français insistent sur l'efficacité de se parler à voix haute chez soi, de raconter sa journée en français, de décrire ce qu'on fait. Ah oui, ça marche vraiment, ça. Oui, ça active le vocabulaire, ça aide à automatiser la construction des phrases, ça fluidifie la pensée en français. C'est une très bonne technique. Une astuce un peu surprenante qui vient de Reddit et du podcast utiliser les petits mots de remplissage que les natifs utilisent tout le temps. Genre ben, alors, voilà, quoi. Ah oui, ça c'est malin. Et apparemment, ça donne une microseconde pour réfléchir et ça rend le discours moins haché, plus naturel. C'est tout à fait vrai. Ça mime la fluidité, même quand on cherche ces mots. Et enfin, un point très important que rappelle Que faire pour Émilie, c'est de se souvenir de son pourquoi. Pourquoi on apprend le français? Quelle est notre motivation profonde? Se reconnecter à ça. Exactement. C'est cette flamme initiale qui donne la force de persévérer quand on traverse des moments de doute ou de blocage. Tout ça nous montre bien que la manière dont on apprend, le comment, est au moins aussi importante que ce qu'on apprend. Les méthodes d'apprentissage, elles évoluent aussi. Oui, tout à fait. Et c'est là qu'intervient une approche intéressante, décrite dans la source académique Fortescue. C'est l'approche actionnelle. Elle est très liée au fameux CECRL, le cadre européen commun de référence pour les langues, qui définit les niveaux A1, B2, C1, etc. D'accord, l'approche actionnelle, c'est quoi l'idée principale? L'idée centrale, c'est de considérer l'apprenant non plus comme un simple élève qui absorbe des règles, mais comme un acteur social. Quelqu'un qui va utiliser la langue pour faire des choses concrètes dans la vie. Des exemples? Organiser un voyage, écrire un vrai email de réclamation qui fonctionne, participer à un projet de groupe, débattre d'un sujet. La langue devient un outil pour agir dans le monde réel ou dans des simulations très proches du réel. On ne fait plus juste des exercices de grammaire déconnectés. Et ça marche? L'étude menée au Maroc qui est citée, elle dit quoi? Elle montre des résultats très positifs. Une augmentation de la motivation, de l'engagement des apprenants. Ils développent des compétences linguistiques qui sont directement utilisables, fonctionnelles, et même des compétences transversales, comme la résolution de problèmes, le travail en équipe, la compétence interculturelle. Intéressant? Et cette approche, finalement, elle rejoint beaucoup de conseils pratiques qu'on a vus dans les autres sources, sur Reddit ou les podcasts. L'importance d'utiliser des documents authentiques, films, articles, etc., pas juste des manuels. Oui. L'importance de pratiquer activement. Écrire pour de vrai, chercher des occasions de parler, apprendre le vocabulaire en contexte, pas des listes de mots isolés, s'immerger dans la culture. En fait, rendre l'apprentissage vivant et utile. Voilà, c'est ça l'idée, se fixer des petites missions, des petits projets en français, suivre ses progrès, chercher et accepter le feedback. Tout ça s'inscrit parfaitement dans cette logique actionnelle. Bon, si on essaye de résumer un peu toute cette exploration, les erreurs classiques en grammaire ou conjugaison, c'est normal, tout le monde en fait. L'important, c'est de comprendre pourquoi on les fait pour mieux les cibler. C'est ça. La prononciation, ça demande une oreille attentive, de l'imitation, une pratique ciblée, mais sans forcément viser la perfection d'un natif tout de suite. L'objectif, c'est d'être compris. Exactement. Le blocage à l'oral, on a vu que c'est souvent plus lié aux émotions, au stress, à la confiance, qu'à un manque réel de connaissances. Et qu'on peut agir dessus avec des stratégies conscientes et en choisissant un environnement positif. Tout à fait. Et enfin, les méthodes d'apprentissage qui semblent les plus efficaces aujourd'hui nous poussent vers l'action, vers l'utilisation concrète, authentique de la langue. L'apprenant devient vraiment l'acteur ou l'actrice principale de son propre apprentissage. C'est un cheminement, on l'a dit au début. La clé, ça semble être la pratique régulière, l'exposition constante à la langue sous toutes ses formes, et puis une bonne dose d'indulgence envers soi-même, non? Ah oui, absolument. Accepter l'imperfection. Communiquer, même si ce n'est pas parfait, c'est déjà une grande victoire. C'est une excellente conclusion. Et ça ouvre peut-être une dernière piste de réflexion pour nos auditeurs et auditrices. Au-delà de la simple correction des fautes, de la maîtrise technique, ne faudrait-il pas aussi se demander comment est-ce que je peux trouver ma propre voix, exprimer ma personnalité en français, même avec mes particularités, mes erreurs qui racontent aussi mon parcours d'apprentissage? Trouver sa voie. Ou encore, comment cultiver une relation de plaisir, de curiosité avec la langue et la culture française, au-delà des objectifs purement utilitaires ou scolaires. Maintenir cette connexion positive, ce plaisir d'apprendre, c'est peut-être ça finalement, le carburant le plus durable pour continuer à progresser sur le long terme.